regardez le grand journal sur For You Télévision. Au sommaire de cette édition d'information, Burkina Faso, le gouvernement confirme une tentative de putsch déjouée. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, l'a annoncé. Une tentative de coup d'État qui a visé son pouvoir la semaine dernière. Il a rencontré plusieurs organisations de la société civile le 1er décembre dernier à Ouagadougou pour faire le point sur ses actions à venir dans le cadre de lutte contre le terrorisme. Et puis toujours en une de cette édition d'information par la présence de Guinée équatoriale, des Camerounais expulsés retrouvent leur terre. Depuis le 31 octobre dernier, le gouvernement équato-guinéen a lancé une vaste opération d'expulsion des étrangers, évoquant les raisons d'élections générales du 20 novembre dernier. Les opérations menées sur le terrain ont poussé la rédaction centrale de For You Media à s'intéresser à cette situation. On en parle dans cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur For You Télévision. Nous démarrons avec l'actualité au Burkina Faso où un coup d'État a été déjoué par le pouvoir d'Ibrahim Traoré, le capitaine en place. Et puis celui-ci a décidé de réunir les organisations de la société civile le 1er décembre dernier afin de présenter ses différentes actions contre le terrorisme mais également contre de putsch à l'avenir. Je vous propose de revenir sur ces détails avec Foot Dedi. Les soupçons et supputations n'ont plus de place dans l'affaire du supposé coup d'État à Ouagadougou. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a confirmé jeudi 1er décembre devant le peuple à l'occasion d'une rencontre tenue avec des organisations de la société civile et des leaders coutumiers et religieux. Le chef de l'État a révélé que des éléments de l'armée et autres personnalités qu'il appelle valets ont tenté de le renverser et de prendre le pouvoir le week-end dernier. À l'en croire, les auteurs de cette tentative de putsch sont connus, mais ils n'ont pas été mis aux arrêts. Cela parce qu'ils y privilégient plutôt un dialogue avec ces derniers. Le président a également souligné que de l'argent était en jeu et que les personnes mal intentionnées distribuaient de l'argent pour la déstabilisation du pouvoir. Traoré a appelé le peuple à être vigilant, sans toutefois refuser de prendre l'argent qu'on leur donne. C'est donc là la version officielle de ce qui était jusqu'il y a quelques jours une rumeur et qui a provoqué une manifestation populaire de partisans du capitaine Traoré à Ouagadougou le lundi 28 novembre 2022. Pour rappel, Traoré est arrivé au pouvoir après avoir renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba le 30 septembre dernier, 8 mois après que ce dernier ait déposé le président Rochemar Christian Kaboré, élu pour un deuxième mandat en 2020. Tous ces coups d'État, en moins d'une année, ont été justifiés par leurs auteurs par la dégradation de la situation sécuritaire que connaît le pays depuis 2015. Les soupçons et supputations n'ont plus de place. Puisqu'on parle à présent de lutte contre le terrorisme, allons donc au Mali, où celui-ci peut désormais compter sur le Qatar dans sa lutte contre le terrorisme sur son territoire. Les nouvelles émanent de l'ambassadeur du Qatar au Mali, l'ambassadeur nommé Ahmad Abdourahmane Al-Senadi, à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Qatar, qui entend renforcer la paix et la sécurité internationale grâce à la médiation visant à résoudre les différends par des moyens pacifiques. Foot Dedi à nouveau nous donne plus de détails. L'ambassade du Qatar au Mali a célébré le jeudi 1er décembre 2022 à l'hôtel Radisson Collections de Bamako la fête nationale du Qatar. La cérémonie a été présidée par son Excellence Abdourahmane Al-Senadi, l'ambassadeur du Qatar au Mali, en compagnie du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, et plusieurs diplomates accrédités au Mali. Dans son intervention, l'ambassadeur du Qatar au Mali a réaffirmé le soutien et l'accompagnement de son pays au Mali dans tous ses efforts visant à instaurer la paix, la sécurité, la stabilité, la lutte contre le fléau du terrorisme et la souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Il a assuré le ministre Diop de la disponibilité de son pays à accompagner le Mali dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Selon Ahmad Abdourahmane El-Senadi, ambassadeur de l'État du Qatar au Mali, l'excellente relation de coopération
entre l'État du Qatar et la République du Mali qui ont connu une dynamique remarquable en raison de l'échange de multiples visites de travail et d'amitié de haut niveau et de part d'autre. En témoigne ainsi à cela la visite de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moussa Atter, qui se trouve présentement à Doha sur l'invitation de son homologue qatari pour assister au match de la Coupe du monde de football. Ces dernières visites ont permis à la signature de plusieurs accords dans divers domaines, à savoir la santé, l'éducation, les œuvres humanitaires, la coopération économique, commerciale et technique. À présent, escale en Guinée équatoriale où plusieurs ressortissants étrangers sont expulsés dans une extrême violence, notamment des ressortissants camerounais. La Guinée équatoriale d'ailleurs procède depuis le 20 octobre dernier à des opérations de contrôle et d'expulsion d'étrangers en situation irrégulière et régulière sur son territoire. Plusieurs Camerounais ont dû quitter précipitamment la Guinée équatoriale. La nouvelle avait été annoncée avant le scrutin, prétextant une fermeture des frontières pour mener à bien l'élection générale. Les expulsions violentes enregistrées en début novembre, en fin octobre également, avaient secoué et révolté la classe politique camerounaise, à l'instar du premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, Serge Espoir Matomba, qui avait qualifié ces actes de, je cite, barbarie d'un autre genre, fin de citation. Il en était de même pour le président du PCRN, Cabral Libi, dans sa sortie, qui parlait également de barbarie. Le chef de l'État, quant à lui, avait ordonné le déblocage d'une enveloppe de 125 millions de francs CFA pour rapatrier les Camerounais volontaires. Une vague de ressortissants camerounais avait déjà été rapatriée le 31 octobre dernier, dont 48 adultes et 4 enfants. Une seconde vague a été également ramenée sur le territoire camerounais le 1er décembre dernier. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions avec notre reporter qui d'ailleurs était sur les lieux. À présent, on parle de la République démocratique du Congo. Les reprises de combat entre les FARDC et le M23. Après juste 5 jours de trêve, les combats se constatent à nouveau sur le territoire et on accuse les rebelles d'avoir fait 50 morts dans un massacre le mardi 29 novembre 2022. Le mouvement du 23 mars, de son côté, nie et rejette totalement cette accusation et demande l'ouverture d'une enquête. Et Bokea Ngale revient sur ces éléments dans ce reportage. Un cessez-le-feu qui n'aura duré que 5 jours entre les forces armées et le mouvement du 23 mars. C'est à Kirima, à une centaine de kilomètres de Goma, que les échanges à l'arme lourde ont été signalés par les deux parties le jeudi 1er décembre 2022. Le président de la société civile de cette région a affirmé que les combats ont débuté en matinée par une panique. Selon lui, les rebelles auraient traversé le pont en direction de Kiribizi après les combats et de nombreux civils auraient été tués. Alors qu'on se rappelle que le 23 novembre dernier, un accord sur une cessation des hostilités entre l'armée nationale et le groupe rebelle a été signé lors d'un sommet à Luanda en Angola, en présence du président congolais Félix Tshisekedi et du ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, en l'absence du président Paul Kagame. Dans un communiqué, le porte-parole des forces armées de RDC, le général Sylvain Ekenge, a accusé le M23 d'avoir assassiné dans le village Bambo 50 civils. Des allégations rejetées par le porte-parole politique du mouvement M23 qui affirme que le M23 n'a jamais ciblé des populations civiles. On rappelle que Kinshasa accuse également Kigali d'avoir apporté à cette rébellion en soutien que des experts de l'ONU et des responsables américains ont également pointé, mais le Rwanda nie avec constance en accusant en retour Kinshasa qui nie également de collusion avec les rebelles Hutus rwandais implantés en RDC depuis le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Des manifestations sont fréquemment organisées en RDC contre ce que les Congolais considèrent comme une agression du Rwanda. Une marche a d'ailleurs eu lieu le matin du jeudi 1er décembre 2022 à Goma pour protester contre l'attitude de la communauté internationale accusée d'inaction voire de complicité.
Arrêt à présent au Sénégal où une nouvelle scène de rixe a été enregistrée à l'Assemblée nationale. Cette fois, c'est la députée Diaye qui a été menacée et violentée. Amine Diaye qui a donc été violentée au sein même de l'hémicycle après des propos controversés contre une personnalité religieuse appartenant à l'opposition. Les détails sont contenus dans cet élément que signe Bala. En pleine séance plénière, la députée Amine Diaye Bini a reçu une gifle de son collègue Massat Azam. Une réaction assez musclée. En effet, Massat Azam a saisi son ton de parole pour citer l'article 58 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Lors de sa prise de parole, il invitait à une police de la séance suite aux troubles notés à l'hémicycle. En ces mots, je cite: un député a récemment tenu des propos discourtois sur un marabout, rappelait-il au président Amadou Mame Diop. Suite donc à ces propos, Amine Diaye, auteur des propos, a répliqué depuis son siège qu'elle n'en avait rien à faire. Et très vite, Massat Azam a immédiatement écourté sa prise de parole pour se précipiter vers elle et lui administrer une gifle. Bien que les deux protagonistes ont été séparés, Amine Diaye a contre-attaqué par un jet de siège. Je suspends la séance. La séance est suspendue. Après tant d'émotions, la plénière consacrée ce jour a simplement été suspendue. Et vu l'allure vont les choses, cette affaire risque bien d'enflammer l'Assemblée nationale, car cette scène, qui a immédiatement fait le tour des médias et même des réseaux sociaux, s'est déroulée lors du vote du ministère de la Justice pour 2023. Rappelons que l'opposition reproche toujours à Amine Diaye ses propos prononcés contre Serigne Moustapha Sy, guide moral des Moustarchidines et par ailleurs président fondateur du parti de l'unité et du rassemblement en abrégé PUR. Elle exige donc des excuses publiques de la parlementaire. Des députés de la coalition au pouvoir et des militantes féministes se sont pour leur part insurgés du recours à la violence du député de l'opposition à plus forte raison pendant la campagne annuelle internationale. Je cite: 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre et l'égard des femmes et même des filles, soutenus par l'ONU. Et parlons à présent de l'Afrique du Sud avec la destitution de Cyril Ramaphosa qui continue de se dessiner. Une réunion d'urgence du parti ANC a été organisée ce 2 décembre 2022. Le parti Congrès national africain, en abrégé ANC, chapeauté par le président Cyril Ramaphosa, pressé par les appels à la destitution de son président, s'est réuni d'urgence ce 2 décembre 2022. Le parti sera face à un dilemme en cas de destitution car il devra choisir un nouveau leader plus tôt que prévu. À mi-décembre, le poste de président du parti doit être remis sur la table pour challenger l'élection de 2024. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est soupçonné de violations et fautes graves depuis le cambriolage de sa propriété qu'il n'avait pas signalé ni à la police ni au FIX. Accusé de kidnapping et de corruption au vu de la forte somme d'argent dérobée, le chef d'État s'est toujours défendu en mentionnant qu'il s'agissait de revenus découlant de la vente de bétail. Alors que le Parlement devra débattre le 2 du rapport de 82 pages de la commission d'enquête, nombreux présagent une destitution forcée dans le cas où le président Ramaphosa ne démissionnerait pas. La décision finale du Parlement est attendue le 6 décembre prochain.
Et à présent, parlons de besoins alimentaires et de Nations Unies face aux différentes crises générales dont est victime le monde, notamment le réchauffement climatique, crise alimentaire, guerre dans les différents pays. Les agences humanitaires des Nations Unies lancent un appel de fonds de 49,9 milliards d'euros pour l'année 2023. Ces fonds permettront de financer les programmes afin de venir en aide aux différentes populations mondiales. Emma Moutou revient sur cette actualité dans ce reportage. Regardez. Les besoins humanitaires ont atteint un pic sévèrement élevé suite aux différentes crises générales dont est victime le monde, notamment le réchauffement climatique, l'insécurité alimentaire, les guerres et bien d'autres. Pour cela, l'Organisation des Nations Unies lance un appel de fonds pour l'année 2023. Les agences humanitaires des Nations Unies auront besoin de 49,6 milliards d'euros pour l'année 2023, soit une hausse de 25%. Ces fonds leur permettront de financer leurs programmes pour venir en aide à 230 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans 68 pays. L'année 2023 sera donc le plus vaste programme humanitaire jamais lancé au niveau mondial, a déclaré le chef de l'Agence humanitaire des Nations Unies, Martin Griffiths. Selon l'ONU, 339 millions de personnes dans le monde, au total, devraient avoir besoin d'une aide d'urgence en 2023 contre 274 millions en 2022. 339 millions de personnes, c'est un chiffre énorme et déprimant, a déploré Martin Griffiths. Il a également souligné que les besoins humanitaires qui ont connu un pic suite à la pandémie de Covid-19 n'ont malheureusement pas diminué jusqu'ici. Sécheresse, inondations meurtrières font des ravages en Afrique. La guerre en Ukraine a transformé une partie de l'Europe en champ de bataille. Plus de 100 millions de personnes sont déplacées dans le monde, en plus de la dévastation que la pandémie à coronavirus a entraînée dans le monde. L'interpellation de fonds lancée par l'ONU dresse en effet un sombre tableau de l'état mondial. Au moins 222 millions de personnes dans 53 pays seront confrontées à une insécurité alimentaire aiguë fin 2022. 45 millions de personnes dans 37 pays risquent de mourir de faim. Tout cela dans un contexte de changement climatique qui ne fait qu'accroître les risques. D'ici la fin du siècle, la chaleur extrême pourrait faire autant de victimes que le cancer selon l'ONU. Et si la générosité des donateurs ne permet pas de compenser la rapide croissance des besoins, Martin Griffiths espère que 2023 sera l'année de la solidarité après une année 2022 de souffrance. Car selon l'ONU, le déficit de financement n'a jamais été aussi important et oblige les organisations humanitaires à faire le triste choix de cibler les populations qui pourront bénéficier d'une aide. Et parlons de religion à présent dans cette édition d'information. Le voyage du pape François prévu pour juillet dernier a été repoussé à janvier 2023 en République démocratique du Congo ainsi qu'au Soudan du Sud. Quelques changements notoires sont néanmoins à noter dans l'itinéraire du souverain pontife comme l'escale annulée dans la ville de Goma, théâtre de plusieurs attaques frontalières avec le Rwanda. Dans cet élément, Kwetu revient bien sûr sur ce programme. Du 31 janvier au 5 février 2023, le pape François effectuera des visites en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Annonce faite par le Vatican le jeudi 1er décembre 2022. Un voyage initialement prévu au mois de juillet dernier et qui avait connu un report en juin du fait de l'état de santé du souverain pontife et de la menace sécuritaire dans certaines villes prévues dans l'itinéraire, comme à Goma, en République démocratique du Congo. Cette ville située dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC, frontalière du Rwanda, est le théâtre de violences perpétrées par des groupes armés, dont notamment le M23, objet de discorde aujourd'hui entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le pape François se rendra de fait dans les villes de Kinshasa du 31 janvier au 3 février, puis à Djouba du 3 au 5 février, selon un communiqué du directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. Il s'agira de la 40e visite à l'étranger du pape François depuis son élection en 2013 et de la toute première de l'année 2023. Durant ses 4 voyages en Afrique jusqu'ici,
Le souverain pontife argentin s'est rendu au Kenya, en Ouganda, en Centrafrique, en Égypte, au Maroc. Et le plus récent en date, ses visites de 2019 au Mozambique, à Madagascar, puis à l'île Maurice. Merci Kouetchou. Parlons de santé à présent dans ce journal. L'hôpital La Quintini de Douala a tenu le 25 novembre dernier son assemblée générale, occasion pour le top management de revisiter le parcours entrepris avec ses collaborateurs. Un rendez-vous qui a permis de fixer les grands axes de 2023 ainsi que d'insister sur la politique managériale mise sur pied par son directeur, le professeur Noël Essomba. Noira a assisté à cet événement. Pour nous, je vous propose son compte rendu. Première formation sanitaire de référence dans la ville de Douala, l'hôpital La Quintini de la ville éponyme entend reconforter sa position. Une position qui lui est due grâce à la politique managériale mise sur pied par le top management. Notre formation sanitaire est en plein essor. Nous avons sur le plan infrastructurel, au cours de l'année 2022, réussi à construire un bâtiment R+1 pour habiliter la pharmacie, la nouvelle pharmacie, notre pharmacie centrale, et le service de pédiatrie à endocrinologie B. Nous sommes en train de construire un complexe multisport qui est construit à près de 70%. Le professeur Herero Ndiengo qui est là sait très bien quel est l'importance de ce complexe dans l'encadrement de notre personnel. À côté de ces éléments, bilan, la direction générale de l'hôpital La Quintini de Douala, par son patron, a tenu à souligner quelques aspects de l'objectif de modernisation de cette formation sanitaire. Nous avons aujourd'hui des objectifs de modernisation de notre formation sanitaire. Et cette modernisation doit passer par un certain nombre de points, un certain nombre d'aspects, notamment l'amélioration de notre plateau technique. Tout à l'heure, vous avez été informé de ce que nous avons pu acquérir un scanner de 128 barrettes dont la fonctionnalité effective débutera au plus tard le 30 novembre courant. Nous devons donc, pour cette modernisation, rénover notre matériel du bloc opératoire. Nous avons pu acquérir un microscope opératoire en ophtalmologie. Nous venons de recevoir un financement pour, écoutez bien, l'ouverture d'une salle de cathétérisme cardiaque à l'hôpital La Quintini. Et dans le souci de donner un cadre agréable aux patients, mais surtout d'être parmi les meilleurs, sinon la meilleure formation sanitaire au Cameroun, des perspectives sont annoncées pour 2023, comme le fait savoir ici le professeur Noël Essomba, directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. En termes de perspectives, enfin, en 2023, nous devons procéder à l'informatisation de notre dossier médical. Je voudrais, mesdames et messieurs, Madame la secrétaire de cette Assemblée générale, que ce soit noté comme une recommandation forte. La mairie de la ville a décidé de nous accompagner. Nous avons présenté un projet que le conseil municipal a jugé utile pour la ville et un financement de 90 millions de francs a été alloué pour l'appui au financement du SAMU. Cette troisième assemblée générale, après celle de 2020 et 2021, s'est déroulée dans une ambiance bon enfant et collégiale. C'était à la maison du parti de Douala Bonanjo. Rendez-vous est pris en 2023. Et c'est sur cette note que nous mettons fin à cette édition d'information sur For You Télévision. Vous étiez nombreux à nous regarder sur nos différentes plateformes For You Media Africa, à nous écouter sur la 96.3 FM. Merci à tous. L'information et les programmes se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir, Cotonou.